On est en compagnie de Mabrouk Chetton. Bonjour Mabrouk. Bonjour Fabrice. Le responsable des études et de la stratégie chez BFT IM. Mabrouk, on regarde ce qui se passe sur ces marchés et puis on ne voit pas grand-chose. Calme plat, si ce n'est sur la parité euro-dollar. Oui, on a une fin du mois de septembre, pardon, vraiment très molle, des attentes en fait. Le marché est vraiment dans une configuration très attentiste, avec finalement, toujours une attente côté Banque Centrale Européenne, puisque Mario Draghi nous a prévenu qu'il ne parlerait de ses plans finalement qu'au mois d'octobre. Côté émergent, finalement, on a également l'attente de côté Chine, finalement, avec le congrès du parti qui se tiendra mi-octobre. Donc des choses qui vont se décanter finalement à partir de la mi-octobre. Et côté États-Unis aussi des attentes, puisqu'on a eu le debt ceiling, donc le plafond de la dette qui a été repoussé de 3 mois. Donc c'est finalement une petite compensation pour éviter, entre guillemets, le shutdown. Mais encore, on ne sait toujours pas finalement quelle va être l'ampleur de la relance budgétaire, si elle a lieu, puisque finalement on se rend compte que ce repoussement, repousser le plafond de la dette a été obtenu grâce aux démocrates, paradoxalement, alors que finalement les républicains ont voté contre. Donc, justement, est-ce que vous y croyez à ces réformes qui pourraient passer un jour? On voit que Donald Trump est quand même empêtré. Alors il n'hésite pas d'ailleurs à tendre la main aux démocrates, là justement, pour négocier le plafond de la dette, cette échéance repoussée. Est-ce qu'il pourrait aller plus loin, par exemple, et s'accorder sur un bill budgétaire avec le camp adverse? Ça paraît difficile dans la mesure où la condition sine qua non pour pouvoir négocier donc cette diminution du taux de taxes sur les entreprises, sur les ménages, etc., est la réforme de l'Obamacare. Enfin, Obamacare à laquelle effectivement les démocrates y tiennent et Donald Trump lui veut le réduire de manière très substantielle pour dégager des économies et financer son programme de réduction de taxes. Donc globalement ça voudrait dire pour les démocrates renoncer à une réforme, enfin une mesure qui est importante à leurs yeux pour financer en quelque part une baisse de taxes, ce qui est un peu contraire au dogme démocrate finalement. Alors après les politiques savent se montrer pragmatiques, donc je pense qu'on pourra converger vers possiblement un accord. Là aujourd'hui, ce qui se dit, c'est que le taux de taxe, le taux de prélèvement finalement sur les entreprises américaines, qui est de l'ordre de 35 à 39%, ça dépend de l'assiette que vous intégrez, serait ramené non pas à 15% comme Trump l'indiquait, mais plutôt à quelque chose de l'ordre de 22 à 25%. Donc c'est une baisse significative, mais en tout cas pas du tout de l'ampleur effectivement indiquée, ce qui bien sûr permettra aux républicains peut-être de voter en faveur de cette réforme, puisqu'elle elle n'augmentera pas le déficit de manière très substantielle comme on a pu le constater. Est-ce que justement les États-Unis en ont vraiment besoin? On voit quand même que l'économie va plutôt bien. En même temps, on se pose des questions sur une éventuelle fin de cycle. Les cycles s'épuisent, donc penser que les cycles peuvent durer ad vitam aeternam est une erreur d'analyse à mon sens. Ils s'épuisent de fait, mais historiquement on constatait qu'ils s'épuisaient à cause de la manifestation de déséquilibre, notamment d'inflation, de politique monétaire qui se resserre. Et là pour le moment finalement on ne constate pas cette inflation qui tarde à venir, qui gêne la Fed. Et Madame Yellen hier à Cleveland a réindiqué de nouveau que ce niveau d'inflation qui était relativement bas pouvait effectivement être assez difficilement explicable et compréhensible, mais qu'il comptait effectivement sur un regain d'inflation. Alors, aujourd'hui, la thématique de la récession aux États-Unis, du ralentissement cyclique très fort qui engendrerait une récession est hors de portée. On a encore un marché du travail qui se tient bien, mais on n'est pas à l'abri effectivement d'un début de normalisation de croissance économique. On n'a pas des performances, encore une fois, économiques qui sont dithyrambiques, si je puis dire, par rapport à ce que pouvaient enregistrer les États-Unis par le passé, mais on a dans le tuyau effectivement des ajustements qui pourraient se traduire par un léger tassement de la croissance dans les trimestres à venir. Bon, et du coup, par rapport aux perspectives boursières, parce qu'on voit que le marché est haut, les valorisations sont tendues, je pense qu'on est au 42e record successif. On n'avait pas vu ça depuis les années 60. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre? Vous commencez à être prudent sur cette zone qui est quand même la zone leader. Alors la difficulté, effectivement, on rappelle assez souvent, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose aux États-Unis, du moins un mouvement baissier marqué et assez fort, on a immédiatement les autres places boursières qui corrigent, donc que ce soit l'Europe ou l'Asie. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, on ne peut pas non plus se permettre de ne pas être exposé sur les États-Unis, puisque c'est le marché effectivement leader, avec toutefois une précaution à avoir, ne pas se concentrer sur certaines valeurs, notamment les valeurs technologiques qui, à notre sens, sont vraiment très élevées, très valorisées, etc., et qui présentent peut-être quelques risques. Donc on a vu par exemple à la séance de lundi, lorsque on a eu quelques
source de risque en quelque sorte, avec le résultat des élections en Allemagne, le tir de missiles et d'autres mauvaises nouvelles en quelque sorte sur le front politique, les valeurs qui ont le plus réagi étaient celles-ci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reste malgré tout exposé finalement sur la zone états-unienne et on préfère effectivement nous exposer sur la zone euro et sur les émergents. Zone euro parce qu'encore une fois, on a le sentiment que la croissance économique sera là et continuera d'être là, et sur la zone émergente, parce qu'encore une fois, le cycle de croissance mondiale est positif, et d'exportation, enfin, quand on regarde les exportations en volume, finalement, celles-ci ont continué de croître, et par ailleurs, la baisse du dollar, dont on pense qu'elle continuera par ailleurs, profitera effectivement à cette zone. Donc globalement, on a une préférence pour ces deux zones-là, la zone euro et la zone émergente. Une autre question, Mabrouk Chetouane, important dans l'équilibre des forces en présence, évidemment, c'est le niveau du pétrole. On voit que c'est en train de se stabiliser bien au-delà des $50. Le Brent de la mer du Nord lorgne même vers les $60. Est-ce que c'est de nature à modifier la donne? On pense notamment à l'inflation. Alors effectivement, une partie relativement contenue de l'inflation provient effectivement de cette inflation énergétique. Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 8%, en zone euro, c'est de l'ordre de 9 à 10%, mais la principale source de volatilité de cette inflation provient justement des prix du pétrole. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec une stabilisation à ces niveaux-là, on a un effet de base qui devrait être nul, voire légèrement positif, ce qui va bien sûr permettre aux banques centrales de communiquer sur une inflation qui va moins décéléré, si je puis dire. Il faut quand même se rappeler que la BCE a publié ses projections de croissance des prix en baisse et en décélération. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est plutôt positif. Néanmoins, encore une fois, ce qui compte, c'est pas forcément cette inflation énergétique dont on sait qu'elle est hyper volatile et absolument pas maîtrisée par les banques centrales ni même par le cycle économique. Ce qui compte, c'est l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire purger de cette composante volatile que sont les prix de l'énergie et là, on voit que ça patine un peu. Hein. Et là, on voit qu'effectivement, de côté de l'Atlantique, c'est compliqué. Exactement. Donc, par exemple, sur l'indicateur de prix suivi par la Fed, qui est le déflateur de la consommation des ménages, le core PCE, eh bien celui-ci en fait plafonne encore à 1,4%, et on est loin effectivement de la target de 2% que souhaite atteindre Madame Yellen. Un mot des allocations, Mabrouk Chetouane, chez BFT-IM. Que faites-vous en ce moment? On rentre dans le dernier trimestre. Voilà, quelle est la composition on reste sur les actions quand même? On reste sur les actions effectivement, puisque encore une fois, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, on a notamment du côté des actions européennes et émergentes de bonnes raisons de croire finalement que la tendance va durer. On n'est pas non plus sur des croissances extraordinaires, mais on a quand même des choses à grappiller, si je puis dire. On reste prudent, comme vous l'avez indiqué, on est sur la fin de l'année, donc du coup, on sécurise effectivement une partie, on n'a pas envie de renforcer nos expositions sur les actifs risqués. Concernant d'autres classes d'actifs, notamment par exemple le crédit, là encore, même si la BCE va annoncer en fait un ralentissement, elle demeurera encore présente sur le marché, il ne faut pas l'oublier, et nos différents travaux ont indiqué qu'à l'horizon de la fin 2018, donc, la BCE devrait détenir entre 160 et 170 milliards de titres de dette d'entreprise, ce qui est tout à fait significatif, et de nature en tout cas à permettre au spread de crédit de rester effectivement dans des niveaux relativement contenus. Donc, oui, on reste avec un acheteur vraiment extraordinaire, hein, c'est le cas de le dire, sur le marché, et du coup ça comprime et ça pourrait continuer à comprimer les taux. Ça va stabiliser effectivement les taux d'intérêt, notamment sur l'investment grade et par effet de cascade sur le high yield, puisque la Banque Centrale Européenne achète principalement de l'investment grade. Maintenant, effectivement, de manière tactique, on peut jouer sur la sensibilité crédit dans nos portefeuilles pour pouvoir justement anticiper les mouvements à la hausse ou à la baisse de ces spreads. Donc là-dessus, on est relativement confiant, puisque comme vous l'avez souligné, on a un acheteur, on ne peut pas non plus s'opposer à la BCE en quelque sorte. C'est même si quel que soit finalement le scénario de diminution de son APP, de son plan d'achat d'actifs, de titres de dette, elle restera présente sur le marché obligataire, et ça, on veut encore en tirer parti. Et ben voilà, sur le marché du crédit, il y a encore peut-être des opportunités, sinon on aura noté plutôt action européenne émergente. Absolument. Merci Mabrouk Chetouane. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT-IM. Merci. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.